So, a very warm good afternoon, Excellencies, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. To this working session. Bienvenue à l'occasion de cette session de travail numéro 1, ensemble pour un investissement innovant dans l'avenir. J'aimerais remercier à toutes celles et à ceux qui sont venus assister à cette réunion de travail. Ce n'était pas si simple que ça. En tant qu'équipe, nous avons fait un pari pour savoir si tout le monde allait réussir à venir ici. Et apparemment, il semble que j'ai gagné parce que cette réunion, normalement, elle était déjà complète, mis à part quelques places qui restaient, mais il y a encore des personnes qui viennent investir ensemble dans l'avenir de manière innovante. Pour celles et ceux qui ont assisté ce matin, ou plutôt dans l'après-midi, à la réunion, nous avons fait un menti pour savoir ce qui fait que les systèmes éducatifs soient résilients, les investissements et l'innovation. Voilà les facteurs clés à cela. C'est un sujet crucial et maintenant, au cours des 70 minutes à venir, nous allons mener une discussion autour de ces deux thématiques. Nous allons entrer dans les détails pour savoir ce que signifient les investissements, notamment les investissements innovants dans l'éducation. Nous allons entendre parler de personnes de la science, de l'économie et aussi de la société civile. Nous allons examiner de nouvelles sources financières, de nouvelles incitations, des partenariats, des formes mixtes aussi de ce genre de partenariat et nous allons après nous demander comment ceci peut contribuer à un système éducatif qui soit résilient. Installez-vous ici au premier rang et restez place. Nous commençons par un exposé introductif. Après, nous allons entendre parler de deux exemples issus des bonnes pratiques. Et après, il y aura une table ronde. J'en m'en réjouis d'ores et déjà. Et après, nous allons pouvoir répondre à vos questions. Il y a la traduction simultanée en français, en anglais et en allemand. L'un des intervenants parlera français. Et vous pouvez très volontiers profiter de la traduction simultanée pour suivre cet exposé. À la fin des exposés, vous aurez l'occasion de poser des questions, mais aussi tout au cours de cette réunion, et ceci par Slido. Vous voyez le code QR s'y compte. Il y a aussi un code QR qui figure sur votre badge. Vous pouvez le scanner. Le code inférieur sur le badge, vous pouvez le scanner pour sélectionner après la réunion de travail numéro 1. Donc, si vous connectez au portail, vous pouvez sélectionner cette session de travail et après vous pouvez voter. Vous pouvez voter sur les questions posées pendant la table ronde. Et nous allons les aborder soit pendant la table ronde, soit après, donc à la fin de la table ronde. Je sais que nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent en ligne. Ces personnes-là ont à leur disposition un outil supplémentaire, le Mentimètre, qui leur permet de poser des questions, de formuler aussi des suggestions ou partager des conclusions. Et tout cela sera abordé à la fin de cette réunion de travail. Passons à notre premier intervenant, Arushi Terwey. Et Arushi est connecté via Zoom. Arushi est chef d'équipe auprès de NURAC, un institut privé. Elle est chef de projet dans le domaine des approches du secteur privé. Arushi s'occupe avec des sources de financement innovantes depuis des années pour proposer une éducation de qualité pour tout le monde. Elle a travaillé pendant 16 ans dans la politique éducative, la planification de l'éducation et dans le secteur du développement auprès de la Banque mondiale, mais aussi auprès de la DDC. Terushi, nous nous réjouissons de votre exposé. Merci beaucoup et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je vous donnerai un bref aperçu des données
que nous avons pu gagner de la recherche au cours des 5 dernières années. Ces recherches au sein de NORAC, nous les réalisons dans le secteur des approches du secteur privé, donc des approches qu'on réalise sur le secteur privé, et nous réalisons des études de cas portant sur des mécanismes de financement et des programmes qui sont réalisés dans le monde entier. Merci beaucoup. Un financement innovant, qu'est-ce que c'est? Nous définissons ça comme suit. C'est un sujet transversal qui contient beaucoup de sous-domaines, de différents aspects donc, qui permettent de mettre à disposition du financement dans les secteurs qui en ont besoin, de manière à profiter de fonds déjà existants, de sources déjà existantes et de nouvelles sources afin d'exploiter au mieux les ressources. Nous voulons mettre à disposition un meilleur financement pour le secteur éducatif. Continuons dans ma présentation. Comment nous est venue cette idée? Il y a 11 ans, le concept d'un financement innovant dans l'éducation a vu le jour, et ceci dans le domaine privé et dans le domaine public. Dans le domaine public, on a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds publics pour atteindre les objectifs de développement durable. Et on était conscient également du fait que l'efficacité et l'efficience de l'utilisation actuelle des fonds n'étaient pas suffisantes. Et dans le secteur privé, il s'est avéré qu'il y avait un marché sur lequel les entreprises doivent se pencher sur les objectifs de développement durable. Et ainsi, il y a eu de plus en plus de mécénat. De plus en plus d'entreprises se sont engagées en faveur du secteur éducatif. Et de cette manière-là, les entreprises ont assumé davantage de responsabilités pour l'éducation, mais aussi pour les objectifs découlant de l'éducation. Comme je l'ai dit, il y a différents mécanismes qui tombent sous le titre de financement innovant. Et tous ces mécanismes ont quelque chose en commun. Investissement privé. Donc on profite du marché du capital privé afin de mettre en place ces possibilités de financement. On met l'accent sur les résultats et de nouveaux acteurs trouvent accès au marché pour mieux contrer les défis et trouver de nouvelles sources de financement. Quelles ont été les conclusions de nos études scientifiques? J'aimerais vous dire que nous n'avons pas encore recueilli toutes les données pour pouvoir comparer les mécanismes de financement nouveaux avec les mécanismes de financement traditionnels. Il y a encore une lacune en termes de recherche, mais nous savons une chose. Beaucoup de programmes ont un programme intégré de mesure des résultats, mais les données ne sont pas toujours transparentes. On ne peut pas toujours vérifier si le programme est efficace comparé à des mécanismes de financement traditionnels. On met l'accent sur l'atteinte d'une certaine efficience en orientant des mécanismes sur ces sources de financement, des mécanismes de gestion, mais ces mécanismes sont encore récents et il y a de nombreuses consignes sur le plan réglementaire qu'on doit observer et qui doivent encore être créées. Ceci nécessite beaucoup de temps, il faut négocier avec beaucoup d'acteurs différents, donc on ne sait pas si on peut vraiment gagner une certaine efficacité. Et nous ne savons pas si nous pouvons recueillir par ces nouveaux mécanismes plus de financement, parce que nous ne pouvons pas encore comparer ces mécanismes avec les mécanismes déjà existants. Mais on a vu qu'il y a certains coûts de transactions aussi qui voient le jour avec ces nouveaux mécanismes de financement. Mais c'est le cas pour ce qui est de tous les nouveaux mécanismes, pour ce qui est de toutes les phases pilotes. Nous avons
pu obtenir quelques réponses portant sur ce que ces mécanismes ont en commun, mais nous savons aussi qu'il y a différents défis qui restent lorsqu'il s'agit d'utiliser des mécanismes de financement innovants ou nouveaux à cause de l'orientation vers les résultats. Pour ce qui est de certains programmes, les inégalités existantes dans certains systèmes d'éducation, ces différences sont encore renforcées parce qu'on crée différentes incitatives pour résoudre ces problèmes. Et on a tendance à perdre de vue certains groupes particulièrement vulnérables. Et les programmes en faveur de l'éducation, parfois, sont orientés plutôt vers les investisseurs plutôt que les contribuables. Et ainsi, la lacune en termes de financement par des fonds publics se creuse davantage. Et dans certains programmes, il y a des frais de service plus élevés lorsqu'on travaille avec des prestataires privés. Mais même du côté privé, il y a certains problèmes. L'intérêt et l'enthousiasme dans les programmes liés à un risque plus élevé n'est pas toujours au rendez-vous parce qu'il n'y a pas d'approche standardisée pour garantir une bonne performance dans ces programmes. Il y a beaucoup d'acteurs qui participent et la plupart du temps, il n'y a pas de solution facile. Il y a une matrice de performance complexe qui parfois est très difficile à appliquer et on ne peut pas engendrer ou voir des résultats à court terme. Globalement, il y a un champ de tension entre les avantages et les défis. On veut, bien évidemment, atteindre des objectifs sociaux élevés, mais il n'y a pas suffisamment de données pour dire si ces programmes sont vraiment efficaces. On veut améliorer le financement, mais tout ceci peut s'avérer très complexe, ce qui rend le financement des programmes difficile et cher. L'objectif, c'est d'améliorer l'éducation, mais parfois, ces programmes zappent en quelque sorte certains objectifs ou dégagent des effets secondaires non désirés. Mais il nous faut davantage de données pour pouvoir prouver ceci. Chez NORAC, toutes les informations que nous avons recueillies, nous les avons mises à disposition au grand public. Vous pouvez voir le code QR ci-contre, vous pouvez consulter notre site Internet pour voir les données que nous avons recueillies. Et si vous êtes intéressé à coopérer, vous pouvez vous inscrire pour le Graduate Institute et ses programmes de formation. Merci beaucoup et bravo pour Terushi. Merci beaucoup, Terushi. Merci pour cette présentation portant sur le champ de tension, les défis, et merci de nous avoir rappelé que l'éducation est primordiale et relève aussi de la responsabilité des États qui doivent veiller à ce que leur population ait accès à une éducation de qualité. Là, nous allons regarder de nouvelles formes d'investissement dans l'éducation. Désolée, j'ai présenté l'événement et les intervenants, mais je ne me suis pas présentée moi-même. Je m'appelle Christiane Frutiger et je travaille auprès de la DDC. Passons maintenant aux exemples de bonnes pratiques. Le premier nous vient d'un programme d'apprentissage réalisé en Côte d'Ivoire. Monsieur Faustin Kofi nous fera la présentation et Olaf Hahn. Olaf Hahn est cofondateur de Catalytica, une entreprise de consultation. Il est engagé dans le secteur profit, mais aussi non-profit. Et depuis plusieurs années déjà, il travaille avec des fondations Jacobs, la fondation Bosch. Ils ont également fondé une ONG en Afrique subsaharienne et ils ont investi beaucoup de travail pour créer de nouveaux instruments de financement pour le paysage éducatif. Monsieur Faustin Kofi sera connecté
en ligne. Magnifique. Je vous entends. Merci. Merci. Très bien. Faustin Kofi will be speaking to us in French. He is with us from Abidjan. Faustin is Inspector General at the Ministry. Monsieur Kofi nous parlera depuis Abidjan. Il est inspecteur général de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Et Monsieur Kofi détient aussi un rôle leader lors du développement des réformes du système éducatif, réforme des écoles en Côte d'Ivoire. Et dans cette fonction, il coopère étroitement avec les efforts pour transformer le système éducatif dans des communautés locales. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Christian. Oui, je t'entends bien. Bonjour. Très bien. Donc, you will see, we'll try an exercise speaking both of us in French and in English, each of us. So I hope it's going to work. Nous essayons maintenant Quelquefois. de faire un petit exercice. Nous allons parler anglais et français en même temps. Very important aspect. Nous serons deux intervenants et nous voulons démontrer un aspect important d'un partenariat. Leading the effort. I'm just an instrument. Partenariat que nous réalisons en Côte d'Ivoire. Le ministère d'Abidjan en est responsable et moi, avec mon système de consultance, je participe à ces travaux. Nous sommes plutôt les bailleurs de fonds et les coordinateurs, donc mon rôle est plutôt mineur dans ce contexte. Merci. Je pense que Christian m'a déjà présenté. Je suis inspecteur général de l'éducation nationale et j'ai un grand plaisir à participer à ce forum depuis Abidjan. Et donc, on va essayer certainement donc de parler un tout petit peu de l'expérience que nous avons en matière donc de financement innovant pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Alors, sur la question, il faut dire que nous avons réussi avec des partenaires que sont les fondations philanthropiques, des entreprises de l'industrie du cacao et du chocolat, à mettre en place un partenariat qui est donc un partenariat public-privé avec l'État de Côte d'Ivoire, donc le gouvernement ivoirien. Et donc, nous estimons que c'est un gros partenariat que nous avons donc pu mettre en place. Je ne sais pas si on en a d'aussi grand ailleurs dans le monde, mais en tout cas, c'est un partenariat public-privé innovant pour nous qui a pour objectif justement donc de rassembler des fonds venant de tous ces partenaires qui croient en l'éducation et qui veulent aider la Côte d'Ivoire à pouvoir effectivement adresser des questions essentielles de l'apprentissage des enfants dans nos écoles. Il faut dire que cette initiative aussi est née du fait qu'on a pu avoir dans le cadre de nos partenariats avec TREC, qui était donc une expérience assez intéressante sous la bannière de la Fondation Jacobs. On a eu à travailler et la forme de collaboration que nous avons eue permet d'élargir notre écosystème au niveau donc de l'école et ça a permis de comprendre qu'on peut être partie étatique et puis s'asseoir à la même table que les industries et les fondations pour échanger sur des problèmes essentiels donc de l'école. Et donc c'est de tout cela qu'est né aujourd'hui ce gros mécanisme donc de financement qui va nous aider à adresser donc des questions essentielles donc de l'école, comme je l'ai dit, mais surtout adresser des questions qui ont déjà fait la preuve. On veut passer à échelle des expériences probantes et donc on garde l'espoir que effectivement en y allant petit à petit donc par des zones prioritaires on va pouvoir effectivement à terme couvrir le territoire national. Voici donc Olaf très rapidement ce que je voulais dire et puis te laisser la parole. Est-ce que vous pouvez afficher le prochain slide? Donc, si on parle de partenariat privé et public, je pense que notre partenariat est le plus important puisqu'il se concentre sur un seul pays. Et sur ce transparent, vous voyez que c'est quelque chose d'inédit, une coalition innovante composée du gouvernement ivoirien,
16 entreprises chocolatières et du cacao et 2 organisations philanthropiques. Et l'objectif, c'est d'orienter le tout à l'aune de la politique publique afin d'améliorer l'accès à l'éducation nationale et sa qualité, notamment pour ce qui est des écoles primaires. Vous voyez que ce programme profite d'un budget de 74,9 millions de francs suisses et nous essayons à l'heure actuelle de clore la lacune de financement qui persiste. Nous sommes donc à la recherche active de partenaires et ces prochaines années, nous voulons investir dans des solutions basées sur des données qui ont déjà fait leurs preuves en Côte d'Ivoire et tout cela est réalisé dans 5 régions qui cultivent le cacao. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'apprentis et de parents qui jouent un rôle dans ce programme. Et les gens nous disent souvent « Waouh, c'est super comme partenariat. Il y a tellement de partenariats qui y participent. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des défis et des facteurs à succès dans le cadre d'un tel partenariat ?» Et c'est vrai. Il faut dire qu'avant, depuis le moment où nous avons eu l'idée et la mise en place de ce programme, 2 ans se sont écoulés. Quels sont les facteurs à succès? Tout d'abord, pour mettre en place une telle coopération, il faut ce que nous appelons un broker honnête, donc un intermédiaire, quelqu'un qui entretient de bonnes relations avec tous les acteurs. Et en l'occurrence, c'était la Fondation Jacobs qui a joué un rôle important dans ces 2 années de phase préparatoire. Et lorsqu'on considère que ces différents acteurs parlent un langage différent, langage institutionnel différent, ont une culture de travail et des objectifs différents, il est important d'avoir une compréhension commune et de savoir qu'il faut promouvoir le dialogue, que les différentes cultures institutionnelles doivent être rassemblées. Et il s'est avéré que la chose la plus importante, c'est de créer un esprit, une base de confiance, un bon esprit de coopération entre les différents partenaires. Le deuxième facteur à succès, c'est d'être à l'écoute des partenaires, d'être très attentif pour voir où résident les problèmes. Comme ça, on peut avoir de bons mécanismes de gouvernance qui s'appliquent à tout le monde pour que ce partenariat puisse être piloté. Et après, il s'agit de désigner les bonnes personnes au bon moment, ayant la bonne influence dans les régions respectives pour faire fonctionner cette coopération. Et le prochain point, là, il s'agit essentiellement des entreprises. Pour une entreprise, ce n'est pas normal d'investir dans l'éducation. Ceci ne fait pas partie de leurs affaires clés. Donc, dans un premier temps, il faut développer un cas d'affaires, un business case pour ces institutions et ces entreprises. Et les entreprises doivent comprendre que la coopération dans un écosystème tel que le paysage éducatif de la Côte d'Ivoire peut vraiment dégager des bénéfices importants, peut par exemple combattre le travail des enfants. Voilà des expériences que nous avons faites dans la mise en place de ce programme. Et Faustin va maintenant nous dire ce que nous avons appris dans le domaine du financement innovant. Alors, pour revenir effectivement au thème de ce forum, l'innovation dans le financement de l'éducation, il faut noter que, comme je l'ai dit tantôt, pour nous, ce partenariat public-privé dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire, à tout le moins, est assez innovant déjà. Le fait de pouvoir mettre ensemble et partie étatique et industrie et fondation philanthropique relève d'abord d'une chose essentielle, c'est la confiance que le gouvernement de Côte d'Ivoire montre à ses partenaires. On ne peut pas arriver justement à un tel mécanisme où les fondations et autres industries viennent à la même table s'il n'y a pas une confiance qu'on est donc d'établir. Donc, si nous voulons réussir, effectivement, du point de vue de l'État, il faut qu'on arrive à aligner justement nos priorités avec celles de ces partenaires-là et qu'ils acceptent donc de participer à cet écosystème que nous construisons ensemble avec eux. Donc, on rentre dans un processus de co-construction avec eux.
Et puis, bien entendu, il faudrait que les industries aussi voient leur intérêt. Il faudrait qu'on puisse justifier un tout petit peu leur participation sous une optique donc entrepreneuriale, avec toutes les ressources qui montent également à notre disposition. Et bien entendu, pour revenir à nos amis donc des fondations philanthropiques, il faudrait qu'elles aussi acceptent d'être un peu patientes, parce que on ne peut pas aller aussi vite que cela. Il faudrait qu'ils acceptent donc de courir le risque avec nous, mais c'est surtout que dans l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est ensemble que nous évoluons et en même temps on en tire donc les leçons pour être sûr que à la fin, ils pourraient être capables d'aller encore mobiliser d'autres ressources pour venir appuyer l'école, dans la mesure où ils auraient vu l'intérêt que nous mettons tous ensemble à penser à l'avenir de ces enfants de Côte d'Ivoire. Voici un peu ce que je voulais dire. Donc, il faudrait qu'elles soient capables donc de prendre des risques et donc d'essayer ces choses-là. Et je crois que ce serait donc un exemple assez intéressant à pouvoir partager, et surtout nous comptons sur leur capacité encore et leur volonté à nous accompagner encore dans le processus en allant mobiliser d'autres ressources. Voici un peu ce que je peux dire sur cette innovation. J'ai failli dire donc de financer l'école en Côte d'Ivoire que nous avons donc initiée avec tous ses partenaires. Merci Olaf. Merci Olaf. Merci beaucoup Faustin. Merci beaucoup Olaf. Big round of applause for this inspiring presentation. Olaf, you mentioned an important point, the business case. Olaf, tu as mentionné un point important, à savoir le business case. Et je vois que les questions nous parviennent déjà par Slido. J'aimerais bien adresser une question au CEO de la Fondation Jacobs tout à l'heure, lorsqu'on aura le panel. Comment est-ce que vous avez mis en place ce business case? Et oui, on l'a dit qu'on pouvait mettre toutes les questions, et c'est ce que je vais faire. Donc, on répondra à cette question plus tard lors du panel. On va passer maintenant au prochain cas pratique, Lucas Chan, qui va présenter Financement for Education. Lucas est le directeur de partenariat chez et de consultance à iGravity. Et ce fonds, en quelque sorte, est son bébé, si j'ai bien compris. Il n'y a personne de mieux placé pour présenter un tel projet que la personne dont c'est le bébé. Bon, merci beaucoup. J'espère que mes deux filles ne seront pas jalouses maintenant si je vous dis que j'ai un troisième bébé, mais c'est bien vrai. Ce Impacting Finance que nous avons créé pour l'éducation, en quelque sorte, c'est un troisième bébé. J'aimerais dire, dans un premier temps, que l'un de mes collègues un jour a dit que l'éducation était un bien public, mais c'est surtout un droit humain. Mais, nonobstant, et nous l'avons entendu à plusieurs reprises déjà aujourd'hui, 1 million d'enfants n'ont pas accès à une éducation de qualité, notamment dans des pays à faible revenu. Les enfants dans ces pays-là ne savent pas lire, sont donc analphabètes et n'ont aucun avenir. Et même si les enfants ont un accès à l'éducation, ceci ne veut pas dire que celle-ci soit d'une bonne qualité. Les manuels scolaires sont désuets, la qualité du corps enseignant n'est pas au rendez-vous très souvent. Voilà donc pour parler de la lacune en matière d'éducation. Et malgré le fait que l'éducation devrait être gratuite pour tout le monde, il faut beaucoup d'investissements pour atteindre l'objectif 4 de développement durable. 2 milliards d'années ont été investis au début pour atteindre cet objectif, mais ce budget a été revu à la hausse à cause de la pandémie de Covid. Et le budget de l'aide au développement ces dernières années
a baissé de 160 millions. Ceci nous montre que quelqu'un doit combler cette lacune. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est le secteur privé. Il est donc clair que les secteurs privés et publics doivent travailler la main dans la main pour combler cette lacune de financement pour ce qui est de l'objectif 4 de développement durable. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit ce fonds. Nous l'avons mis en place. Nous avons pu compter sur un fort appui de la Fondation Jacobs et d'un autre acteur. L'objectif, c'est de regrouper des fonds du secteur privé et public et de transformer ces fonds dans des mécanismes de financement attrayants pour des entreprises à but non lucratif et à but lucratif qui s'engagent pour un accès équitable à l'éducation pour les enfants, donc pour garçons et filles. Et nous nous concentrons sur l'Afrique subsaharienne et sur la région Yéménia. Comment procédons-nous? Nous avons 2 instruments de financement innovants que nous appliquons. D'une part, nous utilisons des SINC, Social Incentives. C'est un instrument de financement introduit par le SIC ces dernières années. Et ces paiements SINC, ce sont des paiements en cash à ces entreprises qui sont liés à 2 conditions. Donc, cette entreprise doit atteindre des objectifs en termes d'apprentissage, en termes d'éducation. Et deuxièmement, cette entreprise doit être en mesure aussi d'attirer des financements externes, des crédits, par exemple, d'investisseurs. Et si ces 2 conditions sont remplies, ce financement est validé et libéré, mais ces 2 conditions, bien évidemment, doivent être remplies. Et un organe externe doit le confirmer. Et grâce à ces structures, ces entreprises impact peuvent surmonter quelques obstacles auxquels elles sont confrontées, parce que ces entreprises sociales, on le sait tous, font de bonnes choses. C'est un modèle de business qui fonctionne, mais si on veut accroître l'effet dégagé et attirer des investissements venant du Nord global, eh bien parfois, il faut laisser de côté le groupe cible original parce que celui-ci est considéré comme étant trop à risque. Et là, il ne faut pas prendre cette décision. Donc, entre l'élargissement du modèle d'affaires et le groupe le plus vulnérable de la population, un impact-linked salaire, donc salaire lié à l'effet, qu'est-ce que c'est? C'est un crédit qu'on met à disposition. Un crédit doit toujours être remboursé avec intérêt au bout d'un certain temps. Mais les conditions de remboursement de ce crédit basé sur le succès, sur la réussite, sont liées à des résultats précis. Donc, si l'entreprise atteint certains objectifs, l'intérêt ou le taux d'intérêt peut être abaissé. Il se pourrait aussi qu'une partie du crédit ne doive pas être remboursée du tout. Ces 2 conditions sont donc définies. Il peut bien évidemment également y avoir d'autres instruments, comme nous l'avons vu dans la première présentation faite par Harushi. Pour résumer, j'aimerais dire que nous formons un portefeuille actif composé de 15 organisations implantées en Afrique subsaharienne et la région Yéménia. Et il s'agit d'atteindre les élèves et les étudiants les plus vulnérables pour garantir que ces entreprises impact les atteignent tout en pouvant réaliser leur modèle d'affaires. Nous avons donc des fonds qui sont mis à disposition. Et ces fonds, nous les transférons à des entreprises sociales qui ont déjà fait leurs preuves. Et si vous connaissez une entreprise sociale qui est active dans ce domaine, ou si vous faites partie d'une telle entreprise, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester parce que nous aimerions bien élargir tout ceci avec de nouveaux partenaires et atteindre le SDG 4
avec le secteur public et privé. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, dans le panel, on entendra davantage. On laissera la parole à l'une des entreprises qui ont reçu un tel financement, Little Thinking Minds. Voilà le nom de cette entreprise. Et maintenant, j'en viens à notre troisième exemple de bonne pratique, Anja Hochberg. Anja Hochberg est la directrice de Multi-Asset Solutions auprès de la Banque cantonale de Zurich. Elle gère plus de 40 milliards de francs suisses dans ce que l'on appelle des solutions asset mixtes. Et ça m'impressionne vraiment parce que ce sont des montants considérables. Elle était Chief Investment Officer auprès de Crédit Suisse en Europe et en Suisse. Et maintenant, elle va présenter un nouveau fonds qui encourage des investissements dans l'éducation. Anja Hochberg, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour, mesdames et messieurs. Nous l'avons entendu à plusieurs reprises aujourd'hui déjà. L'objectif 4 de développement durable, c'est l'objectif auquel on octroie le moins d'argent. Je m'appelle Anja Hochberg, je travaille pour la Banque cantonale de Zurich et aujourd'hui, je vais vous présenter une proposition visant à élargir la base des donateurs en faveur de l'éducation et qui vise aussi à rendre les contributions plus stable. Nous sommes une banque publique avec une longue histoire d'investissement durable et de financement durable. Quelle est notre proposition? Nous aimerions bien proposer une solution de fonds basée sur le marché. La plupart d'entre vous connaissent des fonds d'investissement traditionnels parce que on veut économiser de l'argent pour la retraite. Nous voulons proposer un instrument similaire, sauf que nous n'investissons pas dans notre retraite, mais dans l'éducation pour les générations à venir. Et ce que vous voyez ici contre, c'est une représentation graphique de ce modèle. À quoi ressemble-t-il? Si beaucoup de personnes, des fondations grandes et petites, des investisseurs privés et des investisseurs publics investissent des fonds dans une solution. Et nous, qui sommes les gestionnaires du patrimoine de la Banque cantonale de Zurich, nous investissons ces fonds de manière durable. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous investissons dans des entreprises qui apportent une contribution mesurable pour atteindre les objectifs de développement durable, qui s'engagent donc pour la durabilité. Et comme dans chaque fonds, il y a une stratégie et cette stratégie apporte des rendements. Dans notre cas, c'est une stratégie prouvée. Nous investissons depuis plus de 15 ans dans de telles structures et nous affichons des rendements qui figurent au-dessus de la moyenne du marché. À l'opposé de ce que vous connaissez de votre caisse de pension, où on vous paye seulement au départ à la retraite, on fait plusieurs versements pendant la durée de vie de ce fonds. Nous pouvons verser 3% des rendements de ce fonds et ceci nous donne, comme nous allons le voir très bientôt, de bonnes possibilités pour octroyer des fonds. Donc, cet instrument, comment fonctionne-t-il? Lorsque nous mettons en place le fonds avec quelques investisseurs clés, des leaders sur le marché de l'éducation, et si nous investissons 50 millions de francs sur une durée de 10 ans, nous pouvons octroyer 15 millions de fonds supplémentaires. Et là, je ne parle que des rendements de ce fonds. Le capital de chaque investisseur reste dans le fonds. Et notre stratégie, c'est la stratégie de la protection du capital, voire de la croissance du capital. Voilà ce qui est beau. Nous n'exerçons pas seulement un impact direct sur l'éducation grâce au financement. En même temps, nous investissons dans des entreprises poursuivant les objectifs de développement durable. Donc, nous avons un double objectif. Nous soutenons le développement et l'argent que nous investissons en plus est durable. Christian m'a donné 4 minutes pour faire ma présentation. Je ne sais pas si ces 4 minutes se sont déjà écoulées. Je pourrais encore parler pendant longtemps.
Ce qui est important, c'est que nous proposons de mettre à profit les rendements des marchés du capital pour financer l'éducation. Et ce sont des montants ou des rendements qu'on peut atteindre grâce à un investissement dans des fonds d'investissement. Le fonds peut attirer beaucoup d'investisseurs. C'est 3% de rendement que nous proposons. C'est relativement facilement faisable. Et comme je l'ai déjà dit, nos rendements figurent au-dessus de la moyenne de ce que propose le marché. Et comme je l'ai dit, nous avons ce double effet, celui de financer l'éducation et, en même temps, investir de manière durable dans des entreprises durables. 3% des rendements que nous générons, nous les investissons dans l'éducation directement. Et ce qui est très important de savoir, c'est que c'est une manière bien efficace de gérer des fonds. Nous avons entendu parler d'autres solutions. Nous, on fait en sorte à pooler cet argent et les frais sont moindres et l'effet est d'autant plus grand. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous lancer l'appel de nous aider à financer l'éducation grâce à un mécanisme basé sur le marché. Merci beaucoup. Des frais modestes avec un grand effet. Ça, c'est le mot-clé. J'aimerais maintenant demander à Urs Baumann de la Banque cantonale zurichoise de bien vouloir venir sur scène. Depuis septembre 2022, Urs est le CEO de la Banque cantonale zurichoise. Il a une longue expérience acquise chez McKinsey en Suisse et en Grande-Bretagne et il était le cofondateur de Hewitt Capital en 2015, compagnie qu'il a présidée jusqu'à l'année dernière. Et nous avons Rama Kayali, le CEO de Little Thinking Minds, parmi nous. Rama Kayali travaille au Proche-Orient. C'est une compagnie technologique très performante. Elle utilise ces Impact Link fonds. On entendra en parler davantage. Et après, il y a Fabio Segura, qui est l'un des deux CEO de la COPS Foundation, qu'il dirige depuis 2019. Il a travaillé auprès de l'EPF de Zurich auparavant, dans le secteur scientifique. Et Arushi, merci d'être de retour sur scène virtuellement. Arushi nous a déjà fait son exposé d'introduction et pourra maintenant répondre à quelques questions. J'aimerais commencer par Urs Baumann. Urs, en tant que personne privée, vous êtes investisseurs d'impact. Aujourd'hui, quelle est l'incitation la plus importante pour la Banque cantonale zurichoise de participer à l'initiative que vient de présenter Anya? Merci beaucoup, Christian. Remontons un peu dans l'histoire. À l'époque où notre banque a été formée, c'était en 1870. Ça fait donc plus de 150 ans. À cette époque, la Suisse était un pays pauvre. Des gens normaux et de petites entreprises n'avaient aucun accès à un financement et la Banque cantonale zurichoise, comme toutes les autres banques cantonales, a été fondée afin de soutenir ces personnes-là, afin d'aider de manière durable les pauvres, les personnes normales, les petites entreprises. Voilà qui était depuis toujours notre objectif et notre finalité, et ça l'est toujours. Et voilà ce que je trouve passionnant, voilà ce qui m'enthousiasme. Notre motivation, c'est de consolider notre rôle de pionnier. Pour ce qui est du financement durable, nous voulons proposer de nouvelles solutions à des problèmes déjà connus et nous voyons qu'il y a un grand besoin d'augmenter le financement de l'éducation. Et nous savons que l'éducation est un point crucial pour chaque pays. Et comme Anya l'a dit, l'objectif 4 de développement durable est l'objectif qui reçoit le moins de fonds ou pour lequel on investit le moins. Et nous aimerions bien rendre quelque chose à la société en mettant à profit notre base de patrimoine, mais aussi notre base
base client. Fabio, vous aussi, vous travaillez à trouver des solutions aux problèmes non encore résolus. Et nous l'avons entendu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut rassembler les différents partenaires autour d'une table. Il faut convaincre les entreprises à investir. Ce business case, comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place, à l'appliquer? Quelles sont vos incitatives à vous? Il y a différentes incitations. Donc, on ne peut pas atteindre les objectifs de développement durable si les secteurs publics et privés ne travaillent pas ensemble. Et vu les nouvelles conditions dans l'environnement macroéconomique, ça devient de plus en plus compliqué. Il nous faut donc un business case, un cas d'affaires pour que les entreprises privées contribuent, s'investissent. Il faut définir les problèmes nouvellement et véhiculer les solutions qui ont été testées à petite échelle seulement, à large échelle, et les déployer. Nous avons travaillé avec les entreprises du chocolat et du cacao en Côte d'Ivoire et leur valeur entrepreneuriale est influencée par leur investissement, par la durabilité. Leur entreprise existera-t-elle encore dans 30 ans? Et dans des régions où le taux de travail d'enfants est très élevé, tout comme le taux d'analphabétisme est vraiment nécessaire. Il faut aussi regarder la volonté du gouvernement. Quelle est la volonté du gouvernement pour investir dans l'éducation? Nous avons considéré des solutions basées sur ou des approches basées sur l'évidence, mais nous ne savions pas encore pour quel modèle opter. Nous avons appris à parler le langage affaires et nous avons pu mettre à profit des modèles qui ont déjà fait ses preuves. D'accord. Voilà donc votre cas d'affaires. Les frais sont directs, ce sont des frais internes et non des frais externes. On fait une évaluation et à chaque fois qu'on nous parle de travail d'enfant, qu'on a pu observer quelqu'un, la valeur baisse. Ce sont des frais internes. Il faut changer l'angle d'approche au problème ou à la solution. On a adapté les stratégies de développement durable sur place et on les a fait converger avec la stratégie quant à l'éducation. Votre entreprise est très active, vous donnez des cours d'arabe à des enfants de l'école maternelle jusqu'à la 12e classe en Jordanie et dans d'autres pays au Proche-Orient. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette entreprise et comment fonctionne votre modèle d'affaires? Notre entreprise, Little Thinking Names, met en place des projets d'alphabétisation. Plus de 400 000 participants participent à nos projets au Proche-Orient parce que nous avons vu que dans la région, il n'y avait pas suffisamment de ressources pour augmenter le taux d'alphabétisation. La Banque mondiale a indiqué récemment que 5% des enfants dans la région Ménéa savaient moins bien lire que les enfants dans d'autres régions du monde. Et c'est lié au fait que dans la région, il y a beaucoup de conflits et beaucoup de réfugiés. Les systèmes scolaires publics ne sont pas performants et les enseignants ne sont pas bien formés. Il n'y a pas de programme scolaire pour ainsi dire. C'est la raison pour laquelle nous voulions améliorer la situation. Nous sommes une entreprise qui propose des prestations de services. Les écoles inscrivent leurs enfants chez nous par année scolaire. Nous proposons nos services aussi à des réfugiés et en tant qu'entreprise, nous voulons être durables. C'est la raison pour laquelle dans le secteur privé, il faut être très actif. Mais en même temps, nous nous engageons aussi dans le secteur privé. Et nous sommes soutenus par différents donateurs ou bien par les ministères de l'Éducation. Lucas a déjà parlé du financement basé sur l'impact, Impact Linked Financement. Cette sorte de financement, que vous apporte-t-il?
que d'autres solutions de financement ne vous apportent pas. Le financement basé sur l'impact, Impact Link, c'est un outil très performant pour nous parce que nous pouvons nous accroître seulement si nous faisons de la collecte de fonds. Nous avons donc besoin d'une source de revenus permanente qui soit liée à différents indicateurs. Et ceci nous permet de continuer à soutenir les écoles publiques parce que nous sommes une entreprise sociale qui se veut de promouvoir l'éducation. Nous sommes une plateforme qui se veut d'être là pour tout le monde, mais nous voulons en même temps être durables. C'est la raison pour laquelle il faut nous concentrer sur le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui nous donnera l'argent dont nous avons besoin. Mais nous voulons aussi aller dans le secteur public. Et le gouvernement, souvent, n'a pas suffisamment d'argent pour financer l'éducation. Et si on a un fonds, un programme de fonds, on a la possibilité de soutenir les écoles publiques sans devoir réfléchir à la durabilité. Ceci nous donne la liberté aussi de faire ce que nous voulons faire. J'ai déjà recueilli certaines questions en ligne, vous aussi. Mesdames et messieurs, vous pouvez poser des questions. Je vais commencer par poser une question à Rushi, parce que ces questions-là ont été postées il y a un certain temps déjà. Je vais le lire directement. Les gouvernements font de plus en plus confiance au financement privé. Est-ce que vous pensez que ça sera remis en question? Deuxième question. Vous avez parlé de masses qui sont de plus en plus importantes. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce sujet? Oui, bien sûr. Il y a peut-être la perception que les gouvernements utilisent de plus en plus un financement privé. Mais dans la réalité, ce sont surtout les contribuables qui financent le système éducatif, des bailleurs de fonds multilatéraux ou nationaux, donc des bailleurs de fonds privés, jouent toujours un rôle moins important. Et ce qui est important, ce sont les fonds que les ménages doivent dégager pour l'éducation. Ça peut aller de 30% de toutes les dépenses pour le système éducatif jusqu'à 70% dans des pays pauvres. Et dans ce contexte, le secteur privé joue un rôle. Si les parents, par exemple, disent « oui, nous voulons payer quelque chose », ou si le secteur public ne peut pas tout payer, à ce moment-là, les acteurs privés, les fondations privées entrent en ligne de compte pour combler les lacunes. C'est ainsi qu'on essaye de trouver une solution au problème. Le fait que le financement vienne toujours du gouvernement et de bailleurs de fonds internationaux et que les ménages ne soient pas trop entravés. Et pour ce qui est du public crowding, eh bien, nous n'avons pas encore suffisamment de données à disposition pour savoir d'où vient l'argent et quelle proportion d'argent provient de nouvelles sources de financement, de sources innovantes. Il y a un peu la conception de dire que s'il y a des financements qui dépendent d'un résultat, qu'il manque le financement de base, qu'on se concentre plutôt sur des processus. Et là, il peut y avoir un effet de substitution, mais nous n'avons pas encore suffisamment de données à disposition. Nous devons vraiment commencer à faire des comparaisons pour voir s'il s'agit vraiment d'un effet de substitution. Merci beaucoup à Rushi. J'en reviens à Urs avec une question. Une question que j'avais préparée au préalable. À votre avis, que faut-il pour que d'autres acteurs financiers deviennent des partenaires importants pour investir dans l'éducation? Les investissements dans l'éducation, je pense que c'est la chose la plus difficile qu'on puisse faire en tant qu'investisseur. Si on regarde où l'on investit les fonds privés, eh bien, la plupart du temps, c'est investi dans des caisses de pension. Voilà où atterrit la plus grande partie de nos fonds privés et attend notre départ à la retraite. Et les caisses de pension ne peuvent investir que
si elles génèrent des rendements compatibles avec le marché, parce qu'elles ont une obligation entrepreneuriale. Elles ne peuvent pas faire d'investissements qui ne leur donnent pas le rendement usuel sur le marché. Et ce n'est pas si simple que ça. Si on veut faire de bonnes choses pour les personnes vulnérables, pour les personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent, eh bien, ce n'est pas si simple parce qu'il n'y a pas de business case qui permette de faire de l'argent avec le système éducatif. Et si le secteur privé ne peut participer que sous forme de dons, eh bien, on n'ira pas très loin parce que ce n'est qu'une toute petite partie du camembert. Mais ces solutions innovantes que nous avons vues tout à l'heure, ces solutions-là peuvent jouer un rôle important pour attirer des dons, pour attirer des philanthropes, des mécènes. Mais là, nous ne parlons que d'une toute petite partie de l'argent qui serait disponible. Merci beaucoup. Fabio, c'est Child Learning Education Facility. Quel est, selon vous, le potentiel de ce modèle? Est-ce que c'est un modèle qu'on pourrait transposer à d'autres régions, peut-être? J'aimerais revenir à ce qu'a dit Harushi, à quelque chose que nous avons déjà souvent entendu aujourd'hui, à savoir qu'il faut plus de fonds pour atteindre l'objectif 4 de développement durable. Et c'est vrai, il n'y a rien à redire. Mais en même temps, il y a bien du capital qui est mis à disposition pour l'objectif 4 de développement durable parallèlement aux fonds déployés par le gouvernement à l'échelon mondial. Aujourd'hui, on y déploie bien plus que pour d'autres objectifs de développement durable. Mais ce qu'il faut faire, c'est de veiller à ce que cet argent soit utilisé de la bonne manière et à ce qu'on ait de bons critères d'orientation pour qu'on ne résolve pas de nouveaux problèmes par d'anciens moyens. Et là, il faut réfléchir aux méthodes pédagogiques d'utiliser. Nous avons déjà entendu parler que 96% des technologies en vigueur aujourd'hui dans les écoles, donc qui sont à la disposition des enfants aujourd'hui, n'ont pas été testées pour savoir s'ils sont efficaces. Nous ne savons pas s'ils engendrent vraiment de bons résultats d'apprentissage ou s'ils ne détournent que l'attention des enfants. C'est la raison pour laquelle il faut nous remémorer quel est notre objectif primordial, à savoir celui de travailler avec des fondations, avec des gouvernements et avec le secteur privé, parce que chaque acteur dispose de compétences différentes. Il faut mettre à profit les compétences clés de tout un chacun. Et à ce moment-là, nous serons bien mieux à même d'aborder un problème qui est tellement important que l'un de ces trois acteurs à lui seul ne pourra pas le résoudre. Vous vous concentrez sur des résultats d'éducation, résultats de formation avec votre entreprise. Comment faites-vous pour les mesurer, ces résultats? Au début, lorsqu'un élève se connecte sur la plateforme, on réalise un test. Il s'agit d'un test de lecture. Et après, nous surveillons les résultats tout au long de l'année scolaire. Et à la fin de l'année scolaire, il y a un deuxième test. Et grâce à cela, nous mesurons l'amélioration. Ces tests ont été développés sur la base de notre programme scolaire. Nous sommes soutenus par la recherche et basés sur la recherche. Nous avons donc à disposition des données qui prouvent que ça fonctionne. Et nous le faisons en ligne. Donc, avant l'utilisation et après l'utilisation sur un espace de 9 mois. Une autre question que j'aimerais adresser à Harushi, dans l'étude NOREC, il y avait certains exemples pour des instruments de financement venant du secteur privé. Quels instruments semblent fonctionner ou fonctionnent? Bon, c'est une question, très grande question. Si vous dites quel programme fonctionne, il y a différents programmes qui ont rassemblé divers acteurs et qui se penchent sur le même objectif. Ce sont ces programmes dits multi-acteurs. Et nous avons réalisé des études portant sur différents mécanismes d'impact qui
sont devenus de plus en plus populaires dans le secteur du financement innovant. Et les résultats de presque tous les impact bonds que nous avons considérés ont démontré que les programmes que nous avons financés avec ces instruments étaient couronnés de succès. Mais nous ne savons pas encore si ces programmes ont connu un succès à cause de leur financement ou si c'était des programmes qui étaient déjà bien positionnés au préalable. Et s'ils ne seraient pas arrivés au même résultat avec un autre type de financement. Nous ne pouvons pas encore répondre à cette question pour l'instant. J'espère que d'ici l'année prochaine, nous aurons davantage de données à disposition pour pouvoir répondre à la question de savoir pourquoi ces programmes sont couronnés de succès. Il y a encore différentes questions en ligne, mais apparemment, il ne semble pas être très clair à quelles questions il faudrait répondre. Il y a plein de questions pour lesquelles une seule personne a dit qu'il fallait y répondre. Donc, n'hésitez pas à participer à la pondération des questions. Une prochaine question qui est anonyme, je pense qu'elle s'adresse à Urs. Comment peut-on faire un don de 3% à l'heure d'une correction sur le marché? L'idée de ce fonds, c'est de pouvoir payer des dons stables. Ce pourcentage de 3% est toujours versé, peu importe quelles sont les conditions sur le marché à ce moment-là. Et nous avons toujours pu atteindre les 3% jusqu'ici, mais il est important d'avoir des rythmes de versement stables pour que ceux qui obtiennent l'argent puissent vraiment compter là-dessus. Et les fluctuations du marché sont amortisées par le fonds et ne doivent pas être amorties par celles et ceux qui obtiennent le fonds. Encore une autre question anonyme. La coopération internationale doit-elle soutenir, doit soutenir le système éducatif public et ne doit pas seulement soutenir les institutions de formation privées. Pourquoi soutenez-vous de cette manière-là les institutions privées? C'est une question qui s'adresse à la DDC. Est-ce que quelqu'un sur le panel aimerait répondre à cette question? Parce que je ne peux pas le faire. Bon, je vais répondre à cette question. Il y a une étude qui a été publiée l'année dernière. Cette étude portait sur les avantages des systèmes de formation publics et privés. Il s'agissait aussi des mythes existants dans le secteur de l'éducation privée. Et on a constaté qu'il y a un certain flou entre les institutions publiques et privées. Il y a des fonds publics, par exemple, pour la réparation d'infrastructures, où on a affaire à des instituts privés qui touchent des fonds publics. Mais dans le secteur éducatif, il y a également des exemples où les prestataires privés obtiennent de meilleurs résultats et proposent plus d'équité que les prestataires publics. Et Harushi a déjà parlé de cet effet clouding out chez les bénéficiaires. Mais si on dit maintenant qu'on ne voudrait soutenir que des écoles ou des prestataires publics, eh bien, ça rendrait le tout bien plus complexe. Il y a des choses que doit apprendre le secteur public par le secteur privé, notamment au vu de la situation actuelle avec l'inflation, le changement climatique. Et nous avons besoin aussi d'une meilleure régulation des nouvelles technologies, parce que ces nouvelles technologies aujourd'hui assument des rôles qu'ont assumé des parents ou des enseignants par le passé. Et il y a ces nouvelles technologies, peu importe qu'il y ait un programme scolaire ou non, ou qu'il figure dans ce programme scolaire ou non. Ces nouvelles technologies existent, donc il faut voir ce que nous pouvons atteindre grâce à ces technologies dans le secteur éducatif. Et pour ce qui est de la DDC, je peux dire que l'accès à une formation initiale de qualité est une priorité cruciale pour les gouvernements, pour les États, et nous investissons 100 millions de francs par an dans le secteur éducatif. Et nous investissons ça dans des structures
à tous les niveaux. Nous essayons de combler ces lacunes. Parfois, il suffit de rassembler les bons partenaires, comme par exemple la Banque cantonale de Zurich et Education Cannot Wait en tant qu'organisation, ou pour ce qui est des Impacting Bonds, où nous proposons des garanties pour que nous puissions faire fonctionner les choses, pour que d'autres, après, puissent prendre le relais. Il y a une autre question soulevée par Janusz Benz. Il relève de la responsabilité des États de mettre à disposition une éducation. Est-ce qu'un impôt minimal mondial ne serait pas un bon instrument pour financer l'éducation, donc un impôt pour l'éducation? Qui voudrait répondre à cette question? Harushi? Harushi? Courageous, thank you. Quel courage! Je n'ai pas d'opinion par rapport à ça. Je n'ai pas d'opinion sur la logistique. Mais je peux vous faire part d'un exemple d'Inde où ceci a été essayé. Tôt dans les années 2000, le gouvernement indien a instauré une taxe spécifique dédiée à l'éducation. Et une très grande partie a été comblée aussi par des dons. 2% de l'impôt sur le revenu a été mis à disposition pour l'éducation. Donc ça, c'est un exemple où ça a été fait, et ceci dans le pays le plus peuplé du monde, ou l'un des pays les plus peuplés. Donc, je ne sais pas quelle serait la logistique si on voulait déployer ça à l'échelon mondial. Oui, une bonne stratégie a déjà été implémentée, testée. Une autre question anonyme, les ONG, comment gère-t-elle la situation qu'il peut leur arriver de devoir coopérer avec Nestlé, par exemple? Fabio, Nestlé, c'est l'un des partenaires de notre initiative. Eh bien, c'est pour ça que je vous ai posé cette question à vous. Ce qui est intéressant, pour mettre ce logo sur les transparents, nous avons dû discuter avec 45 avocats différents, et il fallait parler de chaque mot qu'on mettait sur ces transparents. Donc, il y a une grande valeur de marché qui se cache derrière. Et si nous communiquons les mauvaises choses, ça peut avoir des effets négatifs. Des effets assez considérables qui peuvent être négatifs. Voilà ce qui rend la coopération tellement difficile, et voilà pourquoi il y a un nombre aussi restreint de ce genre de partenariats qui existent. Et parfois, il faut surmonter ce dynamisme. C'est mieux de se réunir autour d'une table pour faire de bonnes choses. Se réunir entre entreprises dans le champ d'action est tout à fait différent et qui travaillent ensemble sur un projet pour faire quelque chose de favorable pour la société, quelque chose de favorable à la société. Et très souvent, lorsqu'on est assis autour d'une table, l'État dit « Ah, on ne veut pas que les entreprises aient voix au chapitre pour savoir comment cet argent soit dépensé. » Et les entreprises disent « Ah ben non, on ne veut pas de la participation de cet État corrompu pour l'utilisation de cet argent. » Et il faut juste convenir sur les objectifs qu'on veut atteindre. Et si on y réussit, on peut surmonter ces différents ressentiments et travailler sur ce qui compte vraiment. Ours, tu veux encore dire quelque chose? Nous sommes un grand investisseur et pour nous, il est important de discuter avec les différentes directions sur la durabilité. Et si l'on pense à ces grandes entreprises, eh bien, l'effet qu'elles dégagent est considérable. S'ils changent une petite chose, ça a un effet mondial. Si une petite boutique du coin fait quelque chose, eh bien, l'effet sera moindre. Mais lorsqu'une grande entreprise, un groupe multinational fait quelque chose pour la durabilité, ça peut avoir un effet très considérable. Nous nous approchons de la fin de cette session de travail. Merci beaucoup à tout un chacun qui y a participé, aussi en ligne. Et maintenant, j'aimerais donner l'occasion à toutes les panélistes et tous les panélistes de dire une dernière phrase. Si vous pouviez faire un vœu.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour faire avancer le financement de l'éducation? Je puis commencer par Harushi? Ton souhait, ça serait lequel? Mon souhait, très grand, serait de renforcer la compétence de tous les acteurs, aussi du côté public, pour que les personnes comprennent vraiment comment le financement de l'éducation fonctionne et pour que les gens du privé comprennent comment fonctionne l'éducation. Donc j'aimerais qu'on fasse des progrès pour rendre le tout plus efficace. Fabio, moi je souhaiterais que les gouvernements fassent preuve de plus d'initiative dans ce secteur et que les gouvernements s'engagent également en faveur de mécanismes multi-acteurs pour que les mécanismes correspondent à ce qu'attend la société. Et on pourrait ainsi créer un environnement de recherche et de formation et d'investissement pour satisfaire les besoins de l'éducation. Ours, moi je souhaiterais qu'il y ait plus de coopération entre le secteur public et privé. Il faudrait avoir plus de financement mixte pour résoudre le problème de l'objectif 4 de développement durable. Rama, moi, j'aimerais qu'il y ait davantage de soutien pour des entreprises telles que la nôtre, qui œuvrent beaucoup et qui peuvent atteindre beaucoup de choses. Mais pour cela, il y a besoin de capital. Nous aurions besoin d'instruments, instruments liés à un effet pour pouvoir traduire ces effets directement dans les écoles. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir nos panélistes. Merci beaucoup. Merci à vous tous réunis dans cette salle et toutes celles et ceux aussi qui nous ont rejoints en ligne. Merci de votre participation active. Nous sommes allés dans les détails, ou peut-être pas tellement dans les détails. Nous avons plutôt gratté la surface d'un sujet très intéressant et nous espérons quand même avoir réussi à lancer un peu la discussion. Il faut l'éducation. Nous l'avons entendu, nous l'avons aussi entendu tout à l'heure en plénière et je le redis. L'éducation peut combattre la pauvreté. Lorsqu'on se prépare en tant qu'animateur, on recherche toujours des citations. Moi, j'ai cherché une citation portant sur la pauvreté et l'éducation qui sont toutes très longues, donc j'en ai inventé une qui est la suivante. L'éducation bat la pauvreté ou l'éducation peut battre la pauvreté. J'en ai une autre qui vient d'un comédien américain, Rob Orban, qui a dit un jour, si l'on pense que l'éducation est chère, eh bien, essayez de ne pas être instruit pour voir comment ça marche. Et sur ce, je vous souhaite à vous toutes et tous un magnifique forum ici, beaucoup de bonnes approches, de bonnes pensées, de bonnes rencontres et beaucoup d'investissements en l'éducation surtout. Merci beaucoup.